Ok, c'est parti pour une nouvelle vidéo analyse. Et cette fois, il s'agit d'une certaine Christine, je ne sais plus, je ne sais déjà plus. Un instant, Christine Morancy, au joli accent canadien. On m'avait demandé d'analyser une vidéo, enfin, on m'avait envoyé une vidéo qui était pas mal, mais elle datait déjà, pardon, décidément, d'il y a 4 ans. Or, sur ce chemin spirituel, on peut très très vite évoluer, hein. D'ailleurs, c'est souvent des pics, hein. Allez, on a l'impression qu'il se passe plus rien, puis tout d'un coup, waouh, hop, et puis de nouveau, il se passe plus rien. Enfin bref, et donc voilà pourquoi je préfère analyser des vidéos récentes. Et donc, je suis allée directement sur sa chaîne YouTube et sans plus attendre, je vais partager mon écran. Voilà, ça devrait être bon. Et donc j'ai choisi l'impersonnel, ça existe, parce que bon, déjà ça date d'il y a un mois, hein, donc c'est frais. Et en plus, ben, l'impersonnel, forcément, allez, ça me parle, hein, en tant qu'enseignant du Vedanta. Pourquoi? Parce que ben, la conscience que nous sommes est impersonnelle. Et le ça existe, allez, ça me parle aussi parce que ben, dans les néo-advaitins, il y en a beaucoup qui clament que rien n'existe, nous n'existons pas, ce monde n'existe pas, etc. Alors que ben, le Vedanta déclare, ben, si, allez, ça existe. C'est pas tout à fait réel, en effet. En fait, il faut, allez, ce qu'il y a de plus proche, c'est le rêve. Quand on rêve, est-ce que le rêve existe? Ben, oui et non, dans le sens où ça n'a absolument aucun impact sur notre vie, mais on ne peut pas dire que notre rêve n'a pas existé. Il y a eu une histoire, on l'a expérimenté, on en a le souvenir, donc forcément, c'est que ça existe quelque part. Donc l'impersonnel, ça existe. C'est bon, ça a l'air d'être un, allez, enfin, en tout cas, oups, pardon, je dégaine au quart de tour. J'ai mis en accéléré la vidéo parce que la dame parle assez lentement. Et puis comme ça permet d'entendre le plus possible, parce que bon, bah, c'est quand même, enfin, long, oui et non, ça dépend, mais en tout cas, quand j'analyse, je prends vraiment le temps d'expliquer. Euh, Petite précision pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il ne s'agit pas ni de mon expérience personnelle, ni de mon opinion personnelle, mais bien des enseignements du Vedanta. L'Advaita Vedanta traditionnel dans la lignée de Shankara. Donc, c'est pas du tout ce que Delphine pense, mais allez, c'est une comparaison entre ce que le Vedanta nous enseigne depuis des milliers d'années, hein. Le Vedanta, allez, on le date entre 8000 et 10 000 ans, mais bon, allez, les maîtres du Vedanta le classent comme intemporel parce que il fait partie de l'humanité, point. Mais bon, même si on veut mettre un classement, ça date quand même de milliers d'années par rapport à ben, des gens qui vivent des expériences, qui travaillent sur eux, qui explorent, etc., mais qui font ça en single ou qui lisent en tout cas beaucoup de bouquins, qui suivent Pierre, Paul et Jacques et qui en font, euh, allez, qui en font une idée personnelle finalement. Et c'est là où le Vedanta est intéressant parce que ben, lui, il vient en tant que science, en tant que moyen de connaissance de soi. Donc le Vedanta, c'est vraiment une base extrêmement solide. Et on a beau en débattre depuis, allez, tous ces milliers d'années, le truc tient debout au-delà donc des générations, des cultures. Et donc on peut dire que c'est extrêmement solide, pardon. Le Vedanta est vraiment à considérer comme les mathématiques. Donc le Vedanta n'appartient à personne, c'est juste qu'il y a des maîtres qui l'enseignent, point. Mais c'est tout à fait impersonnel et c'est ça qui fait sa force. Ce n'est pas basé sur Pierre, Paul ou Jacques qui a vécu ou qui a une vision X, Y ou Z. C'est vraiment la science de la conscience. Donc, allez, et un moyen concret pour la réalisation du soi. Bref, voyons un petit peu ce que cette dame nous raconte. Bonjour. Je vais faire une tentative d'imager les différents langages qui sont utilisés et qui, on va dire, dénotent ou, c'est le mot qui me vient, c'est trahissent, c'est même bizarre, mais qui trahissent là où on en est dans la réalisation. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que je pense que le plus grand truc que je vois apparaître sur les réseaux.
Oups, sur ça, désolé. c'est la difficulté d'exprimer et de avoir le langage, le meilleur langage possible, même si on sait que c'est impossible, sur ce qu'on veut véhiculer comme message. Et en fait, ça tient sur les différents modes de comment la conscience va vivre le fait d'être réveillée à elle-même. Je fais déjà une petite pause parce que elle parle d'une chose fondamentale, effectivement, c'est d'avoir un vocabulaire approprié. C'est de nouveau là où le Vedanta est extrêmement puissant. Parce que avec tous ces enseignants spirituels qui ont tous du coup un vocabulaire propre à eux et propre à leur expérience, donc déjà en fonction de leur langage, hein, allez, une Canadienne francophone va pas s'exprimer de la même façon qu'un allez, un Français, une Belge, une Suisse, etc. Et mais en plus, voilà, on va avoir beaucoup de langages différents, alors que la force du Vedanta, c'est qu'il y a un mot qui va décrire exactement chaque chose. Et puis surtout, pourquoi c'est puissant? Parce que le Vedanta, lui, il a une vision à 360 degrés. En général, allez, l'écrasante majorité des enseignants spirituels ont vécu des expériences d'un certain type. C'est pas qu'elles ont vécu absolument toutes les expériences, toute la panoplie des expériences. Et donc, du coup, euh, c'est comme si elles regardaient le monde, la vie, la conscience que nous sommes, Dieu, peu importe, d'une, allez, à partir d'un certain angle. Tandis que le Vedanta, lui, c'est vraiment une vision à 360 degrés. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui arrivent au Vedanta des chercheurs, allez, qui cherchent depuis un certain temps. Et quand ils arrivent au Vedanta, c'est vraiment, il y a une espèce de jouissance, il y a une espèce de grande joie où enfin tout est clair. Pourquoi? Parce qu'on sent que ce n'est pas un vocabulaire qui a été filtré, qui est, allez, où il y a eu quelqu'un qui se l'a approprié derrière, etc. On sent que ce n'est pas une vision personnelle. On sent que c'est un enseignement à 100% impersonnel et où il n'y a absolument aucune zone d'ombre. On sait de quoi on parle, peu importe de quoi on parle. Donc, allez, là, elle relève effectivement quelque chose de très important et qui amène beaucoup de confusion chez les chercheurs. Et là, on voit déjà que ça ne marche pas ce que je dis, parce que la conscience éveillée à elle-même voudrait dire qu'il y a une conscience qui est éveillée. Mais moi, je suis quoi là-dedans? Ah, j'existe pas, je suis quelqu'un, quelqu'un n'existe pas, bla bla. Voyez-vous comment est-ce que dès qu'on essaie de comprendre le mécanisme d'éveil, on se bute au mode, le tu, le je, c'est pas le tu, le ça, le il, le je. Et De nouveau, là, elle relève un point extrêmement important aussi. D'ailleurs, une de mes vidéos analyses récentes, je le disais à la fin, ce qu'il manque à chaque fois, parce que comme chacun parle à partir de sa propre popote, j'ai envie de dire, il est hyper important à chaque fois de préciser de quoi on parle. Parce que penser que tous les enseignants spirituels, par exemple, parlent de l'éveil en sous-entendant, en pensant exactement à la même chose, c'est faux. Et donc, t'entends Pierre parler d'éveil, en fait, il veut dire ça. T'entends Jacques parler d'éveil, il veut dire ça. Et puis, t'entends l'illumination, t'entends la réalisation du soi, t'entends la libération, etc., etc. Et en fait, tout le monde a son interprétation personnelle. Et donc, quand je parle de conscience, de quoi je suis en train de causer? Quand je dis je, de quoi je suis en train de causer. C'est hyper important. Et c'est d'ailleurs là où il y a énormément de confusion, aussi bien au niveau des enseignants que des chercheurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que comme il y a très peu de précision, comme il y a énormément de flou, on ne sait jamais à quel niveau on se situe, on ne sait jamais exactement précisément de quoi la personne parle. Sauf si on la suit depuis énormément de temps, allez, une seule et même personne, si on la suit depuis longtemps, alors, allez, pour cette personne en particulier, on va savoir de quoi elle parle. Mais bon, moi, la dame ici, par exemple, j'ai écouté une seule vidéo, allez, qui était une courte qu'on m'a envoyée, comme je disais, qui date d'il y a 4 ans, c'était sur la nature du monde, un truc comme ça. Et, et bon, je l'ai vu en plus, c'est pas récent, mais là, ici, je suis retombée sur le truc. Et, et donc, et là, je la découvre à nouveau finalement. Donc, je ne connais pas toute son histoire, je ne connais pas son vécu, je ne connais pas, du coup, à quoi elle fait référence quand elle parle de conscience, etc.
ça vient complètement brouiller. La, Ça vient brouiller l'intégration de l'éveil chaud. Évidemment, ce que je vous parle, c'est de mon expérience. Hein. C'est depuis 2010, éveil froid pendant 5 ans, et ensuite éveil chaud en 2015. On est en 2026, et depuis ce temps-là, je vous dirais qu'il y a une intégration des deux qui se vit pour qu'il y ait de moins en moins... En fait, on dirait ce qui se passe tout seul, c'est qu'il y a de moins en moins d'accaparation d'un État plutôt que l'autre. Et on dirait que c'est ça la véritable paix, la véritable liberté. Bon, là, je ne sais pas du tout ce que c'est un éveil froid et un éveil chaud, hein. C'est la première fois que j'entends ces concepts. Donc ça, on est vraiment dans un enseignement, et elle l'a déclaré, elle a dit, je me base sur ce que je vis et sur ce que je comprends, sur ce que j'expérimente. Et donc, c'est exactement le point, la problématique que je soulève systématiquement, c'est quand on passe à travers son propre filtre. Du coup, il s'agit de quelque chose de très personnel, et ben, il n'y a plus que la personne elle-même qui comprend, quoi. C'est toujours ça le problème. Tandis qu'un enseignement impersonnel, les mathématiques, 2 plus 2 égale 4, c'est universel, c'est impersonnel. Et bon, ben, si le chercheur ne comprend pas, donc si l'étudiant en mathématiques ne comprend pas, ben, il faut réexpliquer encore et encore avec des pommes, avec je sais pas quoi, allez, avec des stylos, t'as 2 stylos, t'en ajoutes 2, etc. Et jusqu'au moment où ça fait clic. Euh, et donc, quand on utilise son propre vocabulaire, donc des éveils froids, des éveils chauds, c'est important de dire d'emblée, parce que bon, ben, c'est pas que tout le monde la connaît. Donc voilà, moi, exemple, je tombe sur son site, enfin sur son truc. Donc j'espère qu'elle va préciser correctement et concrètement de quoi elle parle quand elle donne, quand elle parle de ça. Et ce que je vois, c'est que de tout ce qui est véhiculé sur Internet, parce que les gens m'en parlent aussi, parce qu'ils me reviennent avec des questions qui touchent à ça, parce que quand ils le vivent, ils n'ont pas le bon écho de d'autres qui partagent, et eux-mêmes ne reconnaissent pas comment situer ça, parce que c'est ultra subtil. Non, c'est pas ultra subtil, c'est surtout ultra flou, quoi. C'est clair que les chercheurs posent les mêmes questions encore et encore, et ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que c'est pas clair. C'est pas toujours hyper subtil, c'est juste que c'est hyper flou. Alors, c'est ça ma tentative. Excusez, je croise les jambes. C'est ça ma tentative de mettre un peu plus d'images peut-être claires pour expliquer, démontrer comment démêler ces langages-là. Premièrement, quand c'est. En fait, l'éveil froid, hein, j'en ai parlé, ça, il y a tellement plein de vidéos là, justement sur la plateforme YouTube, il y a tellement d'autres plein de vidéos qui existent. On en a fait aussi, j'en ai fait aussi avec Diane Gagnon, j'en ai fait un avec Elvira. Il y a plein de trucs sur ça. Et déjà, de tout écouter ce qui est sur l'éveil froid, l'éveil chaud, ça aiderait grandement à voir où est-ce que vous pouvez situer le vécu, comment il se porte. Mais déjà, je vais juste aller rapidement. Bon, moi j'ai pas le temps d'aller voir toutes les vidéos qui parlent de l'éveil froid. Et tout ce que je peux dire, c'est que ben, là, elle vient de mentionner le vécu. Donc un éveil froid. De ce qu'elle vient de dire, c'est un événement apparemment, un événement d'éveil. C'est ce dont je parle aussi quand je parle d'éveil, c'est ok, t'es là, Bibi, métro boulot dodo, puis tout d'un coup, paf, il se passe un truc dans ta vie, ça peut être une expérience mystique, ça peut être bam, tout d'un coup, tu te mets à te poser des grandes questions existentielles, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui bouge en fait, et ça, oui, c'est l'éveil. Est-ce que c'est froid? Moi, je dirais plutôt que c'est chaud boulette, pour reprendre l'expression bien belge. Sur l'éveil froid, l'éveil chaud, parce que je veux en venir sur le langage et pourquoi c'est mêlant. En éveil froid, la conscience, et déjà, la conscience, c'est faux parce qu'il n'y a pas quelqu'un là et la conscience à part, mais on n'a pas le choix de le dire comme ça, sauf en éveil chaud où on fait je, la conscience, c'est moi, c'est ce que je suis. Mais en éveil froid, c'est pas du tout ça. C'est un détachement de ce qu'on est en tant que conscience. Et comme on se détache, on ne peut pas reconnaître qu'on est la conscience. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître qu'en tant que conscience, on est aussi toute chose dehors. La peau, c'est de la conscience. Un linge à vaisselle, c'est de la conscience. Le métaux d'un téléphone, c'est de la conscience. Mais en éveil froid, la conscience se déclare seule et unique. Et dans un état de paix tellement évident que ça se suffit à soi-même et tout le reste devient un rêve. Là, l'apparence d'être dans une réalité augmentée, dans une fausse réalité, virtuelle, pardon, plutôt dans un rêve, ça, cette évidence-là devient très, très grande. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance que, en tant que conscience, c'est aussi partout. Il y a des expériences d'éveil qui amènent à faire ce tour-là au complet. Et ensuite, il va y avoir la période d'intégration de ça. Parce qu'une expérience de 5 minutes,
de 2 secondes, de 30 secondes, de même une journée, c'est loin d'être suffisant pour appeler ça l'éveil et appeler un vécu éveillé par la suite qui dure des années et qui s'approfondit et qui se mature et qui se révèle. Waouh, j'ai pas tout compris. J'ai vraiment pas tout compris là. Euh, Non, j'ai pas tout compris. Là, je bug. Là, je bug par rapport à son explication. Alors oui, la conscience, elle est partout. Oui, ça c'est correct. Et c'est quoi un éveil froid? C'est je me prends pour la conscience, mais séparée du monde, séparée de tout. Si j'ai bien compris. Une autre chose qu'elle vient de dire ici aussi, c'est que effectivement, hein, avoir un éveil, c'est-à-dire avoir une expérience qui me révèle quelque chose, qui m'enseigne quelque chose, qui me fait voir quelque chose, c'est pas ça la réalisation du soi. La réalisation du soi ne peut pas être une expérience. Et elle dit quelque chose de fondamental d'ailleurs. Elle parle d'intégration. Et effectivement, le Vedanta, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène la connaissance. Alors, les chercheurs, allez, arrivent toujours en bout de course vers le Vedanta. Pourquoi? Parce que le chercheur typique traditionnel, quête spirituelle, illumination, ben, il adore ses expériences mystiques et donc il court après les expériences et il croit que plus il en a, plus elles sont belles, plus elles sont puissantes, plus ça fait de lui quelqu'un de réalisé. Absolument pas. Derrière chaque expérience, il y a un enseignement et l'enseignement ne finit pas là. Pourquoi? Parce que tant que c'est vécu en solo, je suis là, je vis une expérience, ben mon mental va le filtrer, il va se l'approprier et il va en faire un truc, une popote personnelle. Et donc, il y a des choses qui vont être vraies, il y a des choses qui vont être fausses. Or, pour être complètement libéré, réaliser le soi, ben du coup, j'ai besoin d'une connaissance impersonnelle qui va venir casser en fait euh, tout ce, tout ce- allez, tout mon système d'identification parce que c'est ça en fait, c'est le système identitaire qui est touché. Euh, mais ça passe obligatoirement par un maître vivant, donc quelqu'un qui enseigne et qui te parle et qui répond à tes questions et qui voit exactement où sont tes nœuds, où ton esprit s'est approprié le truc, où il est en train de tourner en rond, etc., etc. Donc oui, ça doit s'intégrer, cette connaissance. Allez, on dit même dans le cas du Vedanta que c'est une connaissance qui a un pouvoir alchimique, de transformation alchimique. Et je le vois avec les membres de ma sangha, allez, toutes les semaines, il y a des messages absolument incroyables dans notre chat avec des gens qui transforment complètement leur vision de l'existence, etc. Juste à coup de connaissance, à force d'être bombardés par le Vedanta et ses enseignements. Euh, et donc, ça peut être tellement furtif que là, ça va être d'autant plus mélangé après dans la reconnaissance de où ça en est. Dans le froid, tous ceux qui vous disent t'es pas le corps, il n'y a pas de reconnaissance que la peau est la même conscience que la conscience qui s'est reconnue toute seule dans l'éveil froid et qui s'est reculée de tout le monde. C'est pour ça que j'appelle ça froid, c'est que ça ne se mélange pas dans le monde. Ça prend pas conscience que tout ce qui est là, l'autre côté, est du même matériel que la conscience. Parce que réaliser ça, là, c'est une explosion. C'est une explosion. Et dans un premier temps, comme l'identification à une fausse identité, j'appelle fausse identité, mais c'est pas si faux parce que l'identité. Ok, ça va, j'ai compris. En fait, elle parle de deux niveaux différents et elle parle des deux réalités différentes. Il existe d'une part, et ça échappe à la plupart des enseignants alliés spirituels et les néo-advaitins, etc. Faut voir après où elle va en venir, mais bon, à mon avis, elle est dans les néo-advaitins. C'est quoi un néo-advaitin? Advaita, c'est la non-dualité, donc ce sont des enseignants non-duels euh, qui prennent beaucoup de raccourcis et donc qui sont modernes, sont des néos et qui ne se basent pas justement sur la tradition et qui se basent plutôt sur leurs expériences. Mais du coup, ben voilà, comme je disais, ça en fait un enseignement extrêmement personnel et bon, ben, parfois il y a des trucs, ça tombe juste, mais parfois il y a besoin de réglage. Là, ce dont elle parle en fait, c'est que le Vedanta l'explique très clairement, il y a la réalité absolue avec la conscience, Brahman, et puis il y a la réalité relative ou transactionnelle. Il y a une conscience qui soutient le tout, et puis il y a cette réalité en fait qui est créée à partir de la conscience qui soutient le tout. Et donc c'est comme je suis là, je dors et puis pof, mon pouvoir de création crée un rêve.
Donc ça c'est l'idée. Donc les deux réalités existent. Le rêve, je suis aussi dans le rêve, je suis un personnage dans mon rêve en train de faire des trucs, mais je suis aussi ce dormeur. Le dormeur est la source. Le dormeur reste inchangé, peu importe ce qui se passe dans le rêve, et le rêve, ben, pouf, il va disparaître. Par contre, le dormeur, il sera toujours là. Et donc, quand elle parle d'éveil froid, elle dit, ah oui, je déclare, je me coupe du monde et je me déclare que je ne suis pas ce corps, je ne suis neti, hein, ni l'esprit ni le corps. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Je suis cette conscience, je suis le dormeur. Je ne suis pas le petit personnage dans le monde en train de faire des couillonnades. C'est très très vrai. Donc cet éveil froid, comme elle l'appelle, il est tout à fait réaliste et il est tout à fait correct. Je suis le dormeur. Je ne suis pas le personnage avec un corps-esprit. Donc là, c'est bon. Elle semble dire non, mais c'est bon pourtant. L'identité est un tas d'idées à laquelle la conscience adhère comme vraie, et les idées quittent pas leur source. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle se désidentifie de ces idées-là. L'idée, Christine, c'est pas disparu, c'est des idées. Et dans un premier temps, la conscience se désidentifie de toutes les idées. L'idée de ce qu'elle était, l'idée de ses rôles, coiffeuse, plombier, etc., l'idée des masques, l'idée des croyances, l'idée du monde, l'idée que les enfants m'appartiennent parce qu'ils sont nés à travers ce corps-là, l'idée, toutes les idées. Et c'est un... Ok, et donc, cet éveil froid, il parle en fait du dormeur. Et donc, par contre, là maintenant, elle parle de l'autre niveau de réalité, qui est donc cette réalité transactionnelle, ce qu'on appelle le monde manifesté. Là où il y a des personnages, là où il y a Delphine, Christine et cette vidéo. Et là, effectivement, rien n'existe en dehors de Brahman, la conscience qui soutient l'expérience. C'est même pas la conscience qui prend une forme d'un monde manifesté, en fait. La conscience Brahman a un pouvoir de manifestation, parce que de la même façon, quand je suis dans mon lit en train de dormir et de rêver, c'est pas que tout d'un coup je me transforme et je crée de la matière, je crée un truc et je crée un rêve. Non, moi je reste inchangé. Je reste complètement inchangé. Mais j'ai ce pouvoir, mon esprit a le pouvoir de créer un monde que j'appelle le rêve. Et donc Brahman a le pouvoir de créer un rêve, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Maya. Donc cette fameuse réalité transactionnelle. Et pourquoi on l'appelle transactionnelle? Parce que dans ce rêve, enfin, Brahman peut prendre toutes les formes. Tout d'un coup, là, il peut créer plein de formes. Aussi bien des formes inertes, des planètes, des galaxies, des cailloux, etc., que des formes vivantes, donc des êtres, quoi, les plantes, les animaux, les humains, etc. Et donc, tout le monde manifesté, Prakriti en sanskrit, donc dans le Vedanta, tout ce monde manifesté, en fait, bien entendu, ce n'est qu'une seule et même chose. La conscience elle-même, vu que ça émane de la conscience. Il y a une fausse séparation, mais c'est son pouvoir de création. Ça ne veut pas dire que la conscience ici, elle a pris la forme de ça. En fait, techniquement parlant, le Vedanta l'explique très bien. Allez, c'est son pouvoir de création qui a créé donc Maya, et donc grâce aux 5 éléments et aux 3 qualités, les gunas, ça crée le monde en fait. Ça crée cette réalité relative. Un recul qui est béatifiant et complètement paisible. Parce que ça ne souffre pas dans ça. La souffrance, c'est l'identification. Et ça... Je stoppe parce que ça, c'est exactement le nœud du problème. Je souffre parce que je me prends pour celui qui souffre. Va jusqu'à, pour plusieurs personnes, découvrir que le corps est regardé comme quelque chose de complètement pas ce que je suis. Et là, on va entendre des phrases comme l'organisme vit par lui-même. C'est impossible en passant. L'organisme, c'est de la conscience. Et il n'y a que la conscience qui peut l'animer. Oui, ça, elle parle du deuxième niveau, le monde relatif. Donc, les éveillés froids, ben, eux, ils parlent à partir du premier niveau, à partir de la réalité absolue. Donc, là où il y a Brahman, enfin, là où il y a, c'est une très, très, très mauvaise façon de le dire, mais enfin, vous aurez compris. Parce qu'il n'y a pas de localisation. Brahman est absolument partout. Et donc, il y a ce pouvoir de manifestation. On a créé où Brahman, donc, grâce à ce pouvoir, a créé donc
un monde manifesté. Et dans ce monde manifesté, tout est Brahman. De la même façon que mon rêve, ben c'est moi allez, c'est mon pouvoir de création de mon esprit qui a créé ce rêve. Donc dans ce rêve, tout vient de moi en fait. Absolument tout vient de moi. On prend souvent, dans la tradition, dans le Vedanta, on prend souvent l'or. L'or, c'est Brahman. Et donc, ben, tu vas lui donner des formes à l'or. Tu vas en faire un bracelet, tu vas en faire une bague, tu vas en faire des boucles d'oreilles, un collier, etc., etc. Et donc, tout d'un coup, il va y avoir un système d'identification. Ça, c'est un bracelet. Mais en fait, ce n'est jamais que de l'or qui a pris des formes. Je ne sais pas si c'est clair. Donc oui, le corps, la peau, etc., c'est la conscience, c'est Brahman. Ou le soi, Atman, c'est la même chose. Quand on parle du monde, quand on parle du monde manifesté, oui, allez, de la réalité relative, on va plutôt dire le soi, Atman. Mais bon, qui est la conscience et qui est Brahman. Ce sont des synonymes, mais en fonction d'où on regarde, on va appeler comme ça, comme ça. Mais donc oui, dans ce monde manifesté, tout est la conscience. Pourquoi? Parce que ce monde manifesté, sa cause est la conscience. Ce monde manifesté est un effet de la conscience. Donc, rien n'existe en dehors de la conscience. Pensez cause-effet. Brahman, le dormeur, est la cause du rêve. Et donc, ce rêve ne peut pas exister en dehors de sa cause. Et la nature du rêve emprunte la nature de Brahman. Ça, c'est très important de comprendre aussi. Quand elle dit, allez, la peau, mon corps, tout ça est la conscience, oui, c'est vrai. Mais ça a emprunté la conscience et ça a emprunté l'existence, en fait, à Brahman. Mais voyez comme c'est pas réalisé en éveil de foi. En éveil chaud, c'est réalisé. En éveil de foi, ça, c'est pas réalisé. C'est vraiment une première étape. On va dire qu'avant de reconnaître, avant que la conscience que je suis reconnaisse qu'elle est absolument dans toute chose, avec l'explosion que je ne peux plus me désapprendre. Attention, hein. Parce que là, par contre, hop, et là, on voit où ça coince dans les rouages. Oui, nous sommes la conscience. Nous sommes le soi, Atman, la conscience. Par contre, en tant que conscience, je ne reconnais absolument rien. La conscience n'a pas de volonté, elle est impersonnelle, elle ne vit rien. Pourquoi? Parce que si elle vivait quelque chose, ça veut dire qu'elle vit des expériences, ça veut dire qu'il y a des changements dans son existence. Or, la conscience est la permanence elle-même. Elle ne peut subir aucun changement. Elle est l'éternité elle-même. Elle n'a ni début ni fin. Elle est immuable et intemporelle. Et donc, du coup, la conscience ne connaît rien. Elle est la connaissance elle-même. Et la conscience ne vit rien. Si je parle à ce niveau-là. Si je parle en tant que source, la conscience que je suis, la source, je ne vis rien. La conscience est non agissante aussi. Pas oublier que la conscience, donc Brahman, le dormeur, ou le soi, Atman de nouveau, allez, il n'a aucune volonté propre. Il n'a pas de cerveau, il n'a pas de corps, il n'a rien. Il est Sat Chit Ananda. Sat, l'existence, Chit, la connaissance ou la conscience, en fonction du contexte, et Ananda, la béatitude, le bliss, que j'appelle la félicité. Quoi que ce soit, c'est quasiment obligatoire qu'il y ait une étape de désidentification pour que dans un premier temps, la conscience se voit, se réalise, se touche et se goûte par elle-même. Non. De nouveau, c'est pas la conscience qui se voit, qui se goûte, qui se réalise par elle-même. Non. C'est toujours le personnage. En fait, Brahman, la conscience, donc, a donné naissance à cette bulle de rêve, à ce monde illusoire, ce monde manifesté, où il y a plein de formes. Et comme je le disais, il y a deux sortes de formes, en fait, dans ce monde manifesté. Il y a deux sortes, je remonte
un cran plus haut. Dans ce monde manifesté, il y a deux sortes de matière, de la matière grossière et de la matière subtile. La matière grossière a été créée par les 5 éléments, feu, eau, terre, machin, truc. Et la matière subtile est créée par les gunas. Les gunas, c'est sattva, raja et tama. Ce sont des qualités en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. La création du monde manifesté, il y a donc des êtres inertes. On apprend ça à l'école hein, en cours de biologie, hein, les êtres vivants et les non-vivants. Et donc, dans les non-vivants, on va avoir les planètes, les rochers, etc. Et dans les vivants, on va retrouver les plantes, les humains et les animaux. Sat, donc Brahman, la conscience, le créateur. Non, c'est plutôt Dieu le créateur, mais bon. La conscience qui crée. Donc, Sat, c'est l'existence. Tous les objets manifestés, que ce soit donc de matière grossière ou de matière subtile, empreintes, existent grâce à Sat. Pourquoi? Parce que tous ces objets ont emprunté le Sat de la conscience, donc l'existence. Par contre, on voit bien qu'il y a une différence entre les vivants et les non-vivants. Pourquoi? Parce que les non-vivants, ils ont emprunté un deuxième truc à la conscience qui est Chit, qui est justement la conscience. Je suis consciente, en tant qu'humaine, je suis consciente. Je suis consciente que, ben voilà, il y a un ordinateur, j'écoute, etc. Donc, c'est pas juste j'existe. La Montiane, elle existe, mais elle est consciente de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a emprunté juste le Sat à la conscience. Mais nous, en tant que vivants, on a emprunté le Chit. Et ensuite, donc Brahman, c'est Sat, Chit, Ananda. Et ensuite, nous les humains, parce qu'on a un corps subtil, donc on est composé d'un corps grossier et d'un corps subtil. C'est le corps physique et l'esprit, on va dire ça comme ça. Je vulgarise au maximum. Hein. Et l'esprit le corps subtil donc d'un humain, il est à ce point développé qu'il a emprunté aussi le Ananda, la félicité. Et donc, comment on goûte la félicité en tant qu'humain? La félicité de la conscience elle-même, ce que nous sommes au final. Mais en tant qu'humain, si je regarde depuis l'humain, comment je goûte ça? Ben justement, en comprenant que je ne suis pas cet humain, que j'ai emprunté tout ça à la conscience que je suis réellement. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, plus je me désidentifie, plus je calme mon système émotionnel, mon esprit, etc., plus mon esprit devient sattvique, principalement sattvique, et donc plus Ananda se révèle. Donc plus je suis dans cette félicité sans raison. Et ça, je pense que c'était vécu depuis mon enfance dans mon cas, parce que j'avais énormément de détachement avec le monde, énormément de prise de conscience que ici, c'était ultra vivant, et ça, c'était carton-pâte. Il y avait plein de trucs comme ça. Et ce langage-là va faire le ça. Hein? L'être vit par lui-même. C'est quoi ça, l'être? Ça, c'est quand on est en éveil froid et qu'on n'est pas capable de s'approprier toute chose, incluant même l'identité qu'on était, le corps qui est ici et à laquelle on s'identifie pourtant encore, sinon je ne serais pas en train de vous parler. On n'est pas capable de reconnaître que ça fait partie de ce qu'on est. Alors, par le fait même, on reste désidentifié et le langage devient étrangement séparé. On va dire la conscience agit. Qui le dit? Et là, c'est très, très dur de faire dire à quelqu'un qui est là-dedans que c'est très, très dur de lui faire dire, ben, c'est moi qui le dis. Parce qu'il n'y a pas de moi dans la séparation. Parce que la conscience a vu que ce pourquoi elle se prenait était juste des idées, qu'elle avait le choix de ne pas s'identifier à ça, qu'elle avait le choix. Et par le fait même, continuer à dire, c'est moi. Alors, effectivement, ça fait partie même de l'enseignement du Vedanta, la désidentification du personnage, le jiva, dans la tradition. Et donc, mais c'est très simple, tout ce que j'observe ne peut pas être moi. Je ne peux pas être l'observateur et l'observer en même temps. Donc, si j'observe mon corps, j'observe mes pensées, mes idées, mes émotions, mes envies, etc., ben, je suis quoi? Je suis une conscience. Mais attention, parce qu'il y a plusieurs niveaux avec la conscience. Et là, on rentre vraiment... parce que bon, ben, ce qu'elle dit, c'est déjà super intéressant. Mais le Vedanta, comme je disais,
c'est une vision à 360 degrés et on atteint des niveaux beaucoup plus exigeants et beaucoup plus précis encore. À savoir que, en fait, nous, en tant qu'êtres manifestés, nous avons l'impression d'être la conscience, etc., quand on prend ce recul, ce fameux éveil froid dont elle parle, alors qu'en fait, même ça encore, c'est la conscience qui est empruntée à la conscience réelle. Mais bon, c'est déjà pas si mal. Là, je suis vraiment dans les finesses, dans les mécanismes de l'esprit, parce que n'oublions pas que de toute façon, euh, allez, la seule petite chose où je dirais attention dans son langage, c'est que elle utilise le mot conscience partout, à tous les niveaux. Et donc, du coup, c'est compliqué. Ça peut mener à énormément de confusion, quoi. Je suis un être conscient. On pourrait dire, allez, quand j'ai compris ça au tout début, j'aimais bien dire la petite conscience et la grande conscience. La grande conscience, c'est ce brahman, c'est le dormeur. La petite conscience, c'est moi. C'est la conscience que j'ai en moi, que j'ai empruntée à Brahman. Il y a une très belle image, en fait, dans le Vedanta qui fonctionne pas mal. Brahman, la conscience ultime, la réalité absolue, dans cette analogie, c'est le soleil. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu prends plusieurs seaux que tu remplis d'eau, et qu'est-ce qu'on va voir? Que le soleil se reflète sur l'eau, et que dans chaque seau, il y a un mini-soleil. Eh bien, ça, c'est nous. Nous, en tant qu'humains, on emprunte notre existence à Brahman. L'eau est faite de miroir, et donc ça, c'est notre corps subtil, c'est notre esprit. Le corps subtil, donc l'esprit, c'est à voir comme un miroir. Un miroir, et la conscience reflète dans ce miroir, en fait. Et donc, moi, je suis une conscience reflétée. C'est ce petit soleil que j'ai sur la surface de l'eau, et mon seau, ben, c'est mon corps grossier. C'est pour ça que il n'existe qu'une seule conscience, donc non-dualité, Advaita. Il n'existe qu'une seule conscience, un seul soleil, mais plein de corps subtils, plein de petits humains, avec leur miroir en tant qu'esprit. Et donc, il y a plein de petits soleils, il y a 8 milliards de soleils. Et donc, là encore, est-ce qu'elle parle de la conscience reflétée ou est-ce qu'elle parle d'Atman le soi, ou voire Brahman? Atman et Brahman, c'est les deux mêmes. Hein. Atman, c'est quand on parle de Brahman depuis le monde manifesté, et Brahman, c'est la réalité absolue, en fait. Mais il s'agit toujours de la même et unique conscience. Et dans le monde manifesté, donc, on a les petits personnages qui sont des consciences reflétées. Et je suis donc le soi, le mini-soi, on va dire ça comme ça, le mini-soleil. Je suis ça. Et donc, je dois me désidentifier effectivement de ce personnage, du seau, de l'eau qui joue le miroir, etc. J'espère que c'est clair. Parce qu'on est vraiment dans des trucs extrêmement précis. Mais par contre, ce qui manque dans son discours, comme chez l'écrasante majorité des néo-advaitins, c'est Dieu. Où est Dieu dans le discours? Où est Dieu dans l'histoire? Parce que dans ce monde manifesté, c'est pas la bébé conscience, le bébé soleil du sceau qui gère ce monde manifesté. Non, 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 non. Moi, je suis juste un reflet de la conscience. Par contre, cette même conscience, Brahman, Atman, allez, par rapport à la bulle de rêve, au monde manifesté, elle prend la forme de Dieu, Ishvara. Et lui, il est aux commandes. Lui, il est le réel acteur à travers nos personnages. Lui a créé les lois de cet univers, de ce monde manifesté, le dharma, et le système de cause à effet, le karma. Lui, il a créé une machine qui tourne en fait. Et donc c'est hyper important. Je ne peux pas en tant que conscience reflétée me prendre pour Ishvara. On n'a pas le même job. Ishvara est aux commandes, pas Bibi. Même quand je suis désidentifiée en tant que Bibi, quand je me prends enfin pour la conscience que je suis, tant que je suis en train de vivre l'expérience du rêve, tant que je suis pas sortie de samsara, donc du système de réincarnation et donc de Maya, la bulle du rêve, ben j'ai aucun contrôle, j'ai aucun pouvoir, etc. Tout ça, c'est dans les mains de Dieu. Ouais, ça marche pas, là, dans cette expérience-là. Et là, ça va donner du langage comme
la conscience vit. Le corps continue de faire ses affaires. Le corps va aux toilettes. J'en entends toutes les sortes, hein? Le corps, c'est Ishvara. Effectivement, je n'ai pas créé mon corps, je n'ai pas créé mon corps subtil, je ne crée pas, je ne contrôle pas, par exemple, allez, je me coupe, mon corps est une machine extraordinaire qui, ben, le sang va coaguler, ça va faire un petit bouchon, tout ça. C'est pas moi qui gère ça. Tout ça, c'est la création d'Ishvara, Dieu. Remettons Dieu dans le discours spirituel, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas réaliser soi et comprendre cette réalité si on fout Dieu à la poubelle. Je suis toujours consternée de l'absence de Dieu partout. Le corps est un organisme qui vit sa vie. Oui, c'est pas faux. Pourquoi? Parce que quand le pouvoir de création de Brahman, avec Ishvara aux commandes, donc Ishvara et Brahman sont les deux mêmes, mais si vous avez bien suivi, quand il s'agit du monde manifesté, ben là, la conscience, la réalité absolue, elle prend un rôle, celui de Dieu en fait. Et là, tout d'un coup, elle est agissante. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un système karmique qui est créé en fait. Et donc, il y a un personnage qui est créé avec une histoire, c'est ce qu'on appelle le prarabdha karma, avec une histoire déterminée. Et donc, du coup, son corps subtil va d'abord être créé. Il va être doué pour ceci, cela, il va penser comme ci, comme ça, etc. Il va avoir plein de qualités. Et puis, Maya va créer un corps. Donc, Maya, c'est le pouvoir de création, va créer un corps qui correspond avec mon corps subtil. Donc, je n'ai pas ce corps-ci par hasard. Delphine, elle a un esprit qui tourne comme ça, qui fonctionne comme ça, elle a telle capacité, etc. Et elle a ce corps-là, et c'est un match perfect, c'est parfait. Tout comme Christine ici, ben voilà, elle a cet esprit qui fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, et paf, elle a un corps qui va avec. Et donc ça, c'est karmique, hein, c'est karmique, et c'est de nouveau Ishvara qui est aux commandes, et qui décide de tout ça. Donc c'est vrai, ce que disent ces gens, le corps, il tourne tout seul, il fait ses... Bien entendu, vous avez la responsabilité de votre corps. C'est comme si Ishvara vous donnait une voiture, si vous faites pas le plein, si vous faites pas les entretiens, ça va partir en sucette plutôt que prévu. Donc, ça n'enlève en rien notre responsabilité en tant qu'humain et avec le véhicule qu'on nous a donné. Mais oui, c'est la conscience en tant qu'Ishvara dans le monde manifesté qui gère les corps, etc. Mais c'est vrai que moi, en tant que conscience désidentifiée, j'ai rien à voir avec le corps. Il y a plusieurs niveaux en fait, et c'est ça où c'est pas bien expliqué. Parce que c'est normal, tu peux pas vivre des expériences spirituelles et arriver à sucer ça de ton pouce. C'est trop compliqué. Et là, si tu dis à la personne qui dit ça, qui parle? La conscience parle. Et c'est même pas vu. Et c'est ça qui vous est enseigné en passant. Et c'est pas vu à cette étape-là. Et c'est correct, là. C'est un étape. Je vous explique le mieux possible pour que vous puissiez peut-être déclencher un éveil chaud en comprenant que vous restez séparés en vivant cette affaire-là de cette façon-là. Et voilà, c'est comme. Et que ça finisse par se merger ensemble, là. Quand ça dit l'organisme, qui dit que l'organisme vit sa vie tout seul? La conscience parle. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un pour parler. Il n'y a pas besoin d'être une personne identifiée pour vivre et parler. Je l'ai vu encore sur Internet pour Claire Cavazière. L'être, une fois désidentifié, l'être vit sa vie. Oui, si, c'est vrai. C'est vrai. Même si je comprends ce qu'elle dit allez, je commence à voir son mécanisme et je comprends ce qu'elle dit en fait. Mais par contre, les déclarations qu'elle cite sont vraies. Quand on a réalisé le soi, on ne se prend plus pour le personnage. Et donc le personnage est une machine qui qui continue à tourner. C'est le prarabdha karma. L'histoire continue à se dérouler. La personne, elle continue à dire ses trucs, l'humain en fait, le jiva, le personnage. Il continue à faire ses trucs. Il accueille ses journées. Il continue à tourner, à fonctionner. Et on sait que c'est Dieu qui est aux commandes de tout ça. Par contre, la conscience que je suis,
elle fait rien, quoi. Elle fait absolument rien. Donc cette déclaration est tout à fait correcte. Le personnage continue sa route, etc. Il est vu. De la même façon que n'importe qui ici qui m'écoute, vous pouvez observer votre personnage. Vous pouvez vous observer en train de faire à manger, en train de réfléchir à ce que je dis, en train de faire peut-être pause sur la vidéo, en train de soupirer, de râler. Vous pouvez voir toutes ces pensées, ces émotions vous traverser. C'est bien la preuve que vous n'êtes pas ça. Et ce truc-là, il continue à tourner tout seul. D'ailleurs, la réalisation du soi dissout même le corps subtil. J'en parlais avec ma sangha, allez, il y a quoi? Il y a 2 jours, justement, sur le système de réincarnation et donc la moksha, donc la réalisation du soi, exactement ce que ça fait, et ce qui se passe avec ce fameux corps subtil, avec l'esprit. Et donc, l'esprit est dissous, mais il continue de fonctionner juste pour ce prarabdha karma. Le prarabdha karma, donc, c'est cette incarnation aussi. C'est l'histoire qui a été programmée, prévue pour chacun d'entre nous, ici et maintenant. Et ça, quand on réalise de soi, on réalise que, effectivement, ce n'est jamais qu'un petit robot super programmé, super conditionné, Vasana, Samskara, hein, ça apporte des noms, tout ça dans la tradition, et il continue à faire son taf de la même façon que je continue à faire mes vidéos, je continue à enseigner le Vedanta, etc., alors que je pourrais absolument ne plus rien foutre de ma vie, sauf que j'ai bien compris qu'en fait, qui je suis, c'est un ce que je suis, c'est un quoi et pas un qui, et ce qu'il a, ben, il fait son truc et voilà, il continue parce que son prarabdha est en train de se dérouler et ça vient plus du tout perturber la conscience que je suis qui n'a jamais été perturbée en fait. Mais j'arrête de me prendre pour ce personnage effectivement, qui tourne tout seul en fait. L'être vit sa vie. Là, il y a quelqu'un. Hein? Il y a des mots qui sortent là, présentement. Il y a une conscience hyper lucide qui se... Ouais, mais c'est le personnage qui cause, c'est pas la conscience, hein, c'est le personnage qui cause. Là, c'est Delphine de Beauve qui cause. C'est le programme Delphine de Beauve qui fait ces trucs-là. La conscience, elle s'en fout, hein, le soi, Atman, allez, c'est le soi, la conscience, elle soutient l'expérience. De la même manière, le dormeur est en train de soutenir son rêve, en fait. Et le fait que je sois consciente de ça, moi en tant que conscience, parce que je suis Brahman, je suis le soleil en fait. Moi en tant que conscience, je suis consciente de ça dans mon rêve. Pourquoi? Parce que j'ai emprunté la conscience à mon dormeur. J'espère que c'est clair. est en train de parler, et bizarrement, ça devrait dire l'être parle. Il y a un être, et il y a quelque chose qui se reconnaît comme étant profondément intime, vécu et vivant. Et ce profondément vécu, vivant et intime-là peut comporter plusieurs niveaux. Il peut jouer avec les idées d'être Christine. Ce profond sentiment d'être vivant, etc., de nouveau, c'est le sat, l'existence, et le chit, la conscience que j'emprunte au soi, à Atman, à la conscience. Ou à Brahman, c'est la même chose. Et on a tout besoin de le faire quand on fait quelque chose, par exemple, comme un rôle, là, la coiffeuse qui va aller faire sa journée de coiffeur, c'est pas la conscience qui croit. C'est tellement stupide que j'entends ça, ça me fait mourir de rire. Là, il y a une réappropriation des rôles, du relatif, des trucs en société, peut-être même des masques, tout en sachant que c'est un rôle, c'est un jeu, que c'est un masque. Et ça va aller dans ce niveau-là. Mais dès qu'il n'est pas reconnu que l'être dont on parle, l'organisme dont on parle, qui vit sa vie, est vraiment soi, moi. Ben non. Ben non, c'est ça la désidentification. Enfin, si j'ai bien compris ce qu'elle est en train de dire, hein, c'est possible que j'ai pas bien compris, mais cet être qui vit sa vie, Delphine de Beauve, c'est moi, mais c'est pas moi. Moi, je suis avant tout un quoi? Une conscience. Parce que quand ce truc qui aura fini de vivre sa vie va mourir, très concrètement, moi, je serai toujours là, en tant que conscience. Et la conscience que je suis, elle vit rien du tout, elle s'en fout que dalle, quoi. Ben, il y a comme encore une séparation énorme, et on peut rester des années là-dedans. Je suis resté 5 ans là-dedans. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des évidences énormes que, parce que ça s'intègre, parce que la conscience, quand elle s'est reconnue comme étant, quand elle s'est reconnue comme étant, ça incarne le relatif. Ça incarne le relatif parce que, étant donné que c'est un, ça peut pas, pour le reste de l'éternité. En fait, on dirait qu'elle essaye de remarier le fait qu'elle soit une conscience et le fait qu'elle soit aussi une personne.
Non, t'es la conscience qui vient, allez, à qui on a attribué un personnage et en fait, pouf, tu t'es identifié à ce personnage, point. Tu t'es identifié à cette histoire, etc. Euh, mais je crois, oui, je pense que c'est ça que, allez, je pense que c'est ça que, allez, que son esprit cherche à faire, à recoller le truc ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle a reconnu en fait que tout était conscience et donc du coup. Je pense, hein, ça il faudrait éventuellement comment je parle avec elle ou quoi, mais parce que d'une part tu te rends compte que t'es pas le personnage, ben oui tu l'observes, hein, c'est très facile à réaliser qu'on n'est pas ce personnage. Comme je disais, tu ne peux pas être ce que tu observes, c'est même allez, c'est même de la grammaire, tu peux pas être ton sujet, ton complément d'objet direct quoi. Je veux dire, c'est ça, tu peux pas être ce corps, tu peux pas être cet esprit, tu peux pas être tout ce que tu observes. Tu es l'observateur, point. Et cet observateur, tu ne le vois pas. Forcément, tu ne sais pas remonter à l'observateur. C'est comme des yeux qui essayeraient de se voir. Ça marche pas. Et donc, c'est ça que tu te sens séparé, ce qu'elle appelle l'éveil froid. Et puis, tout d'un coup, tu te rends compte hein, que tout est conscience. Tout est un, tout est unité. Ben oui, parce que tout emprunte sa nature, son existence, sa conscience, comme je disais, sa félicité, à qui? À la conscience elle-même. Rien n'existe en dehors de Dieu, rien n'existe en dehors de Brahman, rien n'existe en dehors de la conscience. Tout est synonyme. Et donc, du coup, elle essaye de remarier le personnage avec la conscience qu'elle est. Sauf que si tu parles à partir du monde manifesté, tu es obligé de encore scinder, en fait. Tu es obligé de dire, je suis une conscience à qui on a donné un personnage, et maintenant, euh, je vis à travers cette vision, quoi. J'ai l'impression que j'existe à travers cette vision, mais non, c'est juste en fait, techniquement parlant, la tradition, le Vedanta parle de superposition. En fait, Maya, donc ce pouvoir de création, ce rêve dans lequel nous sommes, elle a deux pouvoirs en fait, elle a deux facultés. Justement, celui de projeter, donc projection, création, et celui de voiler. Nous, en tant que conscience, en tant que soleil, ben, tout d'un coup, on se prend pour les petits soleils dans les seaux, en fait. Pourquoi? Parce que Maya allez, c'est l'ignorance elle-même en fait. Elle a le pouvoir de voiler la vérité. Et c'est pour ça que la réalisation du soi n'est qu'un problème de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il faut lever le voile. Comment on lève le voile? Pas en vivant un trip mystique, mais en comprenant tout ça, ce que je suis en train d'expliquer. Et là, après, le mental va commencer à analyser, à réfléchir. Et après, exactement comme elle dit, ça va commencer à s'intégrer. Et là, on va être enfin libre. C'est pas pour rien que le Vedanta, la réalisation du soi, on appelle ça une libération. Pourquoi? Parce qu'on est libéré de ce personnage, justement. Et de tous ces casseroles et tous ces problèmes, etc. Au contraire, il est enfin libre. Allez, il est libéré, lui, et on est libre de lui en tant que conscience. Rester séparé de sa propre matière. Ça, c'est de la conscience faite matière. C'est la même conscience que ce qui dit l'être agit par lui-même. Non, c'est pas exactement la même. Et c'est là où on voit la problématique des niveaux. J'en suis où? Ouais, j'en suis à 53 minutes. C'est tellement intime et proche, c'est tellement qu'on a trouvé le terme soi pour, encore une fois, pas être capable d'assumer que c'est moi, conscience. Et dans le processus d'éveil impersonnel, d'éveil froid, ça va automatiquement mener à la reconnaissance que c'est moi, que c'est conscience en tant que absolument toute chose, et par le fait même, le langage de l'organisme continue de vivre sa vie, l'être continue d'exister, la conscience peut parler sans individu, ça n'existera plus ça. Ça va être je parle, c'est moi qui parle, et c'est fait en tant que conscience que je suis. Non, non, la conscience, elle parle pas. Allez, mais là, de nouveau, il y a des mélanges de niveaux, hein. C'est l'humain qui parle, la conscience que tu es, le soi, l'atman, etc., que je suis, que nous sommes, comme je disais, il y a un soleil qui se reflète sur plein de corps subtils. Celui-là, il parle pas. Le soleil, il parle pas. Il parle pas. Il brille. C'est l'existence elle-même. Elle brille. Point. C'est l'existence qui brille en tant que conscience dans cet univers manifesté. Et nous, on emprunte en fait ses qualités, le Satchitananda. On emprunte ça de lui. Et on prend des formes et on commence à parler et on commence à avoir un problème. Et puis après, on cherche justement ce que nous sommes. D'où la quête spirituelle. Mais tout ça, ça concerne le personnage.
le soi que je suis, le soleil principal, lui par contre, euh, rien n'existe allez, je ne suis pas différent de lui, mais je ne suis pas lui. Bon, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, parce que je vois le temps qui tourne, euh, c'est très complexe. On est à des niveaux très élevés. Euh, cette dame a déjà compris énormément de choses, et donc, mais il y a des endroits encore où allez, le Vedanta va plus loin et développe encore beaucoup plus. Je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire avec sa deuxième étape. Mais ben, comme d'habitude, hein, comme je disais, hein, quand ça se base sur du personnel, ben forcément, on n'a pas tout. On n'a pas la vision à 360 degrés, donc il manque des éléments. Et donc l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il essaye évidemment d'accorder tout ensemble. Et c'est bien pour ça, c'est finalement une bonne démonstration de, allez, on a besoin d'un maître vivant. Si vous pensez faire exception, vous vous trompez. Désolé de le dire cash comme ça, mais c'est la vérité. Lire des livres, c'est bien. Écouter des satsangs, écouter des vidéos, c'est magnifique. Ça va vous apporter beaucoup de choses, mais il y aura toujours un moment, et tous les grands sages sont passés par là, hein, que ce soit Sri Ramana, que ce soit Ramakrishna, etc., etc. À un moment donné, il faut un maître vivant. Pourquoi? Parce que l'esprit est conditionné, notre mental est conditionné et on ne se rend pas compte à quel point il filtre l'information ou il essaye de faire, comment? Il essaye de faire des conclusions qui matchent, allez, pour que le système tient debout. Et voilà. Donc, merci à cette dame, Christine, pour sa vidéo, très intéressante. Et comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo. De grâce, arrêtez de pleurer. Oh, pour qui je me prends machin truc, ça aussi, c'est fatigant. D'ailleurs, je ne réponds plus à ce genre de choses. N'oubliez pas que ce que j'analyse ici, c'est ce que Christine dit. Ce n'est pas la personne de Christine, que je ne connais en plus pas du tout. Je n'ai absolument rien contre cette dame. Il y a une grosse différence entre écouter des enseignements, les comparer avec le Vedanta, essayer de comprendre ce qu'elle est en train de communiquer, voir où le Vedanta se situe par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec une attaque personnelle en tant que Christine, etc., etc. Donc, sortez un peu du truc parce que vous perdez votre temps là, franchement. Bref, donc voilà. Merci et à bientôt.